Cette vidéo a été enregistrée en 2003 dans une école à Londres. Un garçon de 15 ans est assis en classe. Sa professeure pense qu'il révise pour les examens, mais il joue en réalité à un jeu vidéo. Lorsque la caméra s'approche, il couvre son visage avec sa chemise d'uniforme. Gêné, timide, il voudrait disparaître. Ses camarades le voyaient discret, toujours en retrait, jamais au centre, un garçon que personne ne remarquait. 12 ans plus tard, ce garçon, désormais âgé de 27 ans, apparaissait sur les écrans de télévision du monde entier. Mais cette fois, il ne cachait plus son visage. Il portait un masque noir, un couteau à la main. Il parlait anglais avec un accent londonien devant une caméra de l'État islamique en Syrie. Le monde voulait savoir qui était cet homme. Son nom, Mohamed Emouazi. Voici comment ce garçon timide de Londres est devenu le terroriste le plus recherché du monde. Mohamed Emouazi est né le 17 août 1988 au Koweït. Son nom complet à la naissance était Mohamed Yassine Abdul Karim Olayan Al-Dafiri. Enfant, sa famille a déménagé au Royaume-Uni et s'est installée dans l'ouest de Londres, alors marqué par des rivalités et la tension propre aux quartiers d'immigrants des grandes villes européennes. Emouazi a grandi entre deux mondes. À la maison, la culture koweïtienne et musulmane de ses parents. Dans la rue, la culture britannique de ses camarades. Beaucoup de jeunes issus de familles immigrées apprennent à vivre avec cette tension entre deux identités. Pour certains, cela devient une source de profonde confusion. À l'école, Emouazi était tout le contraire de ce que l'on pourrait attendre de quelqu'un qui deviendrait un jour la une des journaux du monde entier. Il était calme, timide, il évitait les conflits. Claudia Chouzo, l'une de ses professeurs, le surveillait pendant les récréations où il jouait au football. Elle a décrit un garçon qui observait toujours sans vraiment participer. Il était toujours en retrait, toujours à vouloir se cacher, a-t-elle dit. Le père étant peu présent, il a assumé la charge de s'occuper de ses jeunes frères et sœurs. Je pense que c'est pour ça qu'il était si silencieux. Il gérait tout seul. Un moment des enregistrements de l'école est devenu célèbre. La caméra s'approche d'Emouazi et il couvre immédiatement son visage avec sa chemise, gêné, voulant disparaître du cadre. Ses amis disaient qu'il était moqué à l'école, notamment à cause de sa mauvaise haleine, ce qui le rendait encore plus renfermé. Le dernier jour d'école, alors que ses camarades signaient les chemises les uns des autres pour célébrer, Emouazi est resté debout, seul, sans que personne ne signe sa chemise, sans que personne ne l'invite pour une photo. Personne n'a rien remarqué chez ce garçon qui laissait présager ce qui allait arriver. Emouazi n'était pas un étudiant médiocre. En 2009, il a obtenu son diplôme en système d'information avec gestion des affaires à l'université de Westminster, à Londres, une formation respectable dans un domaine compétitif. Pour ceux qui le connaissaient, il semblait sur la bonne voie, diplômé et avec des perspectives d'emploi dans un secteur en croissance. Peu après son diplôme, Emouazi a fait un voyage que les autorités britanniques et américaines ont ensuite identifié comme le tournant de sa vie. Il est parti en Tanzanie avec deux amis. L'histoire officielle était qu'il s'agissait de vacances, un safari. Mais à leur arrivée, les trois ont été arrêtés à la frontière, détenus et interrogés par les autorités tanzaniennes et britanniques. Les services de renseignement britanniques, le MI5, avèrent des informations selon lesquelles Emouazi et ses compagnons prévoyaient de se rendre en Somalie pour rejoindre le groupe militant Al-Shabaab. Dans un enregistrement audio qui a fuité des années plus tard, Emouazi a décrit l'expérience avec colère et frustration. Il a affirmé que les agents l'avaient traité comme un terroriste sans aucune preuve, que le harcèlement avait été injuste, qu'il avait été humilié simplement parce qu'il était musulman. « Je crois toujours que tu iras en Somalie pour t'entraîner », m'a-t-il dit. J'ai dit, après tout ce que je t'ai raconté, après tout ce que j'ai dit sur l'extrémisme, tu es encore en train de suggérer que je suis un extrémiste ? Emouazi a dit dans l'enregistrement, après ce que je t'ai dit, après t'avoir dit que ce qui se passe, c'est de l'extrémisme, ceci et cela, et tu es encore en train de suggérer que je suis un extrémiste. Et tu continues, tu essaies de me faire dire des choses, tu dis, non, tu fais ceci, ceci et cela. Et on va te surveiller, Mohamed, on le faisait déjà, on va continuer à te surveiller de près. Si les allégations d'Emouazi étaient vraies, ou s'il s'agissait d'un récit construit pour justifier sa radicalisation, cela n'a jamais été totalement clair. L'impact de cette expérience sur lui est devenu évident. La colère qu'il portait en lui depuis ce voyage n'a jamais diminué. Au contraire. Après le voyage en Tanzanie, Emouazi a essayé de reconstruire sa vie. Il a tenté de s'installer au Koweït où vivait son père pour repartir de zéro. Mais le visa lui a été refusé. Chaque porte qu'il essayait d'ouvrir semblait fermée. Chaque tentative de trouver sa place dans le monde se terminait dans la frustration.
Durant cette période d'isolement et de ressentiment, des recruteurs extrémistes ont approché Mohamed Emwazi. Rod Garey, un ami d'enfance qui a grandi dans les mêmes rues de l'ouest de Londres, a décrit l'ambiance de cette époque. La zone était marquée par des guerres de territoire entre gangs. De jeunes fils d'immigrés, dont beaucoup étaient musulmans, se sentaient à la fois rejetés par la société britannique et sous pression à cause des attentes culturelles de leur famille. Quand tu es plus jeune, tu commences à devenir plus conscient de ton identité, a-t-il dit. Et beaucoup de jeunes traversent cela, des garçons à qui l'on dit d'être religieux et de suivre une certaine doctrine. Un certain conflit intérieur peut exister. Pour Emwazi, ce conflit intérieur a trouvé une issue entre les mains de islamistes radicaux qui lui ont offert exactement ce qu'il avait toujours recherché. Un but, un sentiment d'appartenance, une identité claire dans un monde qui semblait ne pas avoir de place pour lui. Les recruteurs extrémistes sont des spécialistes pour trouver des personnes exactement dans cet état, isolées, pleines de ressentiment, en quête de sens. Emwazi n'a pas été capturé, il a été séduit. Vers 2013, après des années de tentatives infructueuses pour construire une vie normale, Mohamed Emwazi a franchi la frontière pour entrer en Syrie. Un nouveau voyage, bien plus sombre, commençait. En Syrie, Emwazi a rejoint l'État islamique, le groupe ISIS, et il a rapidement assumé un rôle que personne parmi ceux qu'il avait reconnus à l'école de l'Ouest de Londres n'aurait pu imaginer. Le garçon qui cachait son visage avec sa chemise apparaissait désormais dans des vidéos, masque noir, couteau en main, tenant des propos haineux dans un anglais parfait avec un accent londonien. Nous sommes une armée islamique. Les otages occidentaux détenus par l'État islamique, journalistes et travailleurs humanitaires, avaient mis en place un système informel pour identifier leurs ravisseurs. Comme beaucoup des gardiens étaient britanniques avec des accents reconnaissables, les otages les ont surnommés les Beatles. Chacun a reçu le nom d'un membre du groupe. Emwazi était le John, Jihadi John. En août 2014, la première vidéo a été diffusée. On y voyait le journaliste américain James Foley, qui avait été enlevé en Syrie 2 ans plus tôt. Jihadi John apparaissait avec un masque noir, s'adressant directement à la caméra en anglais, avant d'exécuter Foley. Le choc a été mondial, non seulement par la brutalité de l'acte, mais aussi par l'anglais parfait, l'accent londonien et la froideur calculée de la production de la vidéo. Ce n'était pas fait par quelqu'un en marge d'un conflit lointain. C'était l'œuvre de quelqu'un ayant grandi dans les rues de la capitale britannique. Au cours des mois suivants, d'autres vidéos ont été diffusées. Plus d'otages, plus d'exécutions. Jihadi John était le visage le plus connu de l'État islamique en Occident. Les gouvernements, les agences de renseignement et les familles des otages du monde entier avaient un seul objectif, découvrir qui se cachait derrière ce masque. Pendant des mois, l'identité de Jihadi John a été l'un des secrets les mieux gardés et les plus intensément recherchés du monde du renseignement. Le 26 février 2015, le Washington Post a révélé le nom. Mohamed Emwazi, 27 ans diplômé de l'université de Westminster, né au Koweït, élevé dans l'ouest de Londres. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Au Royaume-Uni, les médias se sont immédiatement rendus dans les rues de l'ouest de Londres, dans la cité où il avait grandi, à l'école où il avait étudié, dans les couloirs où il jouait au football pendant les pauses. Le Premier ministre britannique, David Cameron, a déclaré que Emwazi ferait face à la justice d'une manière ou d'une autre. Il n'a pas eu à attendre longtemps. Dans la nuit du 12 novembre 2015, à Raqqa, la capitale de l'État islamique en Syrie, Mohamed Emwazi a été localisé par un drone américain. L'opération avait été planifiée pendant des semaines. Les agences de renseignement américaines et britanniques suivaient ses déplacements. Lorsque sa localisation a finalement été confirmée, l'ordre a été donné. Un missile lancé par le drone a touché le véhicule dans lequel se trouvait Emwazi. Mohamed Emwazi est mort sur place. Il avait 27 ans. L'État islamique lui-même a confirmé sa mort dans son magazine officiel, publiant pour la première fois des photos de lui sans masque. Le garçon qui a toujours voulu cacher son visage a finalement été exposé au monde entier, sans masque, sans déguisement. L'histoire était arrivée à sa fin. Si ce contenu vous a plu, écrivez ici dans les commentaires ce que vous en avez pensé et depuis quel état vous regardez cette vidéo. À la prochaine vidéo.